106.1 FM. Sous Alter Radio, l'IFE. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Penchez-vous sur Alter Presse et faites un don. Merci, merci, merci pour l'appui citoyen. Merci, merci, merci de votre soutien. Alter Radio, 106.1 FM. L'invité est au cœur de l'info ce soir, Jean-Jacques Kourlianski, directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine et des Caraïbes à la Fondation Jean Jaurès et auteur de ce livre, La Colombie de A à Z, chez André Versailles, éditeur. Bonsoir Jean-Jacques Kourlianski. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir sur France 24 pour parler de cette élection donc cruciale pour la Colombie, on peut le dire. Alors on vient de le voir, Abelardo de la Espriella, arrivé en tête du premier tour et surnommé le Tigre, a véritablement créé la surprise. C'était encore un avocat pénaliste largement inconnu du grand public il y a encore quelques années. Comment expliquer ce succès si soudain ? Bon. Il a bénéficié de gros soutiens lui permettant de se fabriquer une image. Vous avez vu dans les affiches présentées dans votre reportage, il a une espèce de casquette à l'américaine, le maillot de l'équipe de football de la Colombie. Qui a d'ailleurs été très critiqué. Qui a été très critiqué, effectivement, puisque il a également bénéficié du soutien des courants les plus à droite de la Colombie, soutien financier des églises évangélistes également, pentecôtistes. C'est un personnage qui se rapproche de ce Javier Milei en Argentine ou de Nayib Bukele au Salvador, qui lui ont apporté leur soutien, comme le conservateur britannique Boris Johnson et le président Donald Trump. Donc il se situe dans ce grand courant conservateur qui soutient les politiques à la fois sécuritaires et de défense de l'économie la plus libérale qui soit, avec un État minimal. Il a par exemple proposé de sortir la Colombie des Nations Unies, de l'Organisation des États-Unis, des États américains et de la Cour interaméricaine de justice, en considérant qu'il fallait faire des économies et qu'au fond, si on examinait l'investissement que fait la Colombie avec ses représentations diplomatiques dans ces organismes est relative, et ça pourrait être mieux utilisé ailleurs, dans la mesure où le gouvernement Petro, de son point de vue, a été un gouvernement qui a gaspillé l'argent public. Donc c'est pas simplement sur l'aspect sécurité, mais c'est aussi sur l'aspect défense de l'économie libérale, avec le modèle en matière de sécurité Nayib Bukele et en matière économique Javier Milei, l'Argentin. Avec, on l'a vu, un style bien à lui, des paroles aussi qui parfois sont extrêmes. Il parle littéralement détripé, je le cite, la gauche colombienne. Ce style, ça parle aux Colombiens. Bon, il a un langage peut-être qui correspond au travail qu'il a effectué jusqu'ici. Il était, comme vous le disiez, avocat, mais un avocat très particulier. Il est originaire de la région historique du paramilitarisme en Colombie. Montelli, il a été le défenseur des groupes de responsables des mouvements paramilitaires. Il a aussi une autre caractéristique, il a 3 nationalités.
Depuis 2023, il a la nationalité italienne, ses grands-parents étant italiens. Il a des affaires d'ailleurs à Florence, en Italie, où il se rend très régulièrement. Et il est également citoyen États-Unis, donc il a juré fidélité à la Constitution des États-Unis, ce qui a suscité beaucoup d'interrogations auprès du Conseil national électoral colombien, en disant comment peut-on élire un président qui est chargé de défendre nos intérêts et qui a juré fidélité sur la Constitution de notre pays. D'autant qu'il est très proche, on le sait, de Donald Trump. Le Conseil national électoral a considéré que la Constitution ne prévoyant pas ce cas de figure, on pouvait laisser faire. C'est pas le premier président. Il y a eu au Pérou, il y a eu déjà en Bolivie des candidats qui avaient la nationalité des États-Unis. Alors on l'a dit, la campagne a été très centrée sur la sécurité sur fond de dégradation très nette de la situation sécuritaire. Cette campagne à la présidentielle il y a un an avait démarré d'ailleurs avec un assassinat d'un des candidats. Il y a eu depuis de nombreux attentats à la bombe, notamment celui-ci en avril dans la région de Cauca qui a fait 20 morts et 36 blessés, qui a énormément choqué. Comment expliquer ce climat et ce regain de violence que connaît le pays ? Alors bon, la politique de Gustavo Petro était de négocier en même temps avec tout le monde sans avoir de plan bien préparé. Donc tout le monde avec toute la myriade de groupes armés qui sévissent encore aujourd'hui dans le pays. Pour rappeler la situation de la Colombie, il y a des groupes armés qui sont pas du tout politiques. Le cartel du Golfe, par exemple, qui est dans les activités illicites, trafic de drogue, extraction illégale de minéraux, enlèvement, etc. Et il y a des groupes qui sont à la fois criminels et politiques, comme l'ELN, l'Armée de Libération Nationale, et des dissidents des FARC qui ont décidé de ne pas appliquer les accords de paix qui ont été signés par le gouvernement colombien et la direction des FARC en 2016. Ils sont dans les périphéries de la Colombie. C'est assez intéressant d'ailleurs parce qu'on voit dans les résultats aux élections, en 2016, ceux qui étaient favorables aux accords de paix, c'était toutes les régions périphériques, dans les campagnes. C'est là que se situe le gros problème de la sécurité. Et pour les élections législatives, comme pour les élections présidentielles au premier tour, on retrouve également le vote CP plutôt dans la périphérie où effectivement il y a de graves problèmes de sécurité non réglés. Les villes en dehors de Bogota sont plutôt favorables aux candidats d'extrême droite en dehors de Bogota, et dans les villes il n'y a pas vraiment de gros problèmes de sécurité. C'est le paradoxe de la situation colombienne. Mais il est vrai que le président Gustavo Petro avait beaucoup d'ambition et que les résultats sont minimes. Oui. Bon, oui, il y a un groupe qui s'est désarmé un petit peu. Oui, il y a 3 jours, qui a rendu les armes de manière assez spectaculaire à la télévision. Voilà. Et il y a eu la mort également d'un criminel dans une région de Colombie. Mais enfin, les résultats sont très faibles par rapport aux ambitions qui avaient été affichées en 2022. Alors, que propose, à l'inverse de la Espriella, pour lutter justement contre ces groupes armés et contre le narcotrafic qui y est ? Il n'y a pas que le narcotrafic, ce sont des groupes qui font un peu tout. Ils font des enlèvements de personnes contre rançon. Comme au Congo, il y a aussi de l'extraction clandestine d'un certain nombre de mines en Colombie. Donc ce sont des groupes multicartes. Qu'il s'agisse du cartel du Golfe ou qu'il s'agisse des groupes qui se disent politiques comme le LN ou les dissidents des FARC, mais qui se battent entre eux également pour se disputer les sources de leurs revenus. Et donc, que propose chacun des candidats ? Bon, de l'Espriella, sans surprise, propose de suivre la voie qui a été tracée par Nayib Bukele. Donc, on tue, on arrête, on enferme. Donc, il a proposé l'ouverture de 10 grandes super prisons, comme celle qu'a faite Nayib Bukele au Salvador, et de suspendre toute négociation de paix ou avec quelque groupe que ce soit. À l'inverse, le candidat de gauche, Ivan Cepeda, a pour ambition d'essayer de poursuivre le processus de dialogue en le territorialisant pour tenir compte des paramètres
locaux, mais il est vrai qu'il n'a pas été très clair sur la façon dont il dit qu'il veut s'attaquer aux causes procéder. de cette violence, à savoir, dit-il, les inégalités, la pauvreté, l'exclusion. Ça parle ça aussi aux gens ? Oui, alors bon, là de ce point de vue-là, le bilan de Gustavo Petro est plutôt positif. La pauvreté a diminué de 23%. Le salaire minimum a été très largement revalorisé. La croissance économique est de 3%. Donc de là, Espriell a fait de la surenchère. Il a dit, moi, ça sera 7% de croissance économique et je baisserai les impôts des entreprises. Enfin, le programme classique des candidats ultralibéraux pour stimuler la croissance économique du pays qui, selon lui, n'a pas été suffisante. Alors c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'inégalités, il y a beaucoup de marges. Il a également proposé de suspendre toutes les législations environnementales qui réduisaient c'était l'ambition du président Petro, le poids des ressources énergétiques du type charbon, pétrole, non renouvelables. Quelles conséquences en fonction de celui qui sera élu sur les relations avec les États-Unis, partenaires Alors c'est l'un des grands objectifs d'Espriell. Là, il est vrai qu'il est citoyen des États-Unis. Renouer des relations avec les États-Unis, d'avoir de très bonnes relations avec Donald Trump, et également de renouer avec Israël, puisque Gustavo Petro, à la suite des événements de Gaza, avait rompu les relations avec l'État israélien. Donald Trump, justement, a apporté un soutien direct à Abelardo Della Espriella. Comment est-ce que c'est perçu sur place ? Comme une ingérence ? Bien, c'est perçu de façon positive par certains, par les partisans d'Espriella, et c'est conçu de façon critique par les électeurs d'Ivan Cepeda. Donc le président Trump est intervenu donc directement dans une élection d'un pays latino-américain, comme il l'avait déjà fait en Argentine, et comme il l'avait également fait en Honduras. Ces deux occasions-là, son candidat avait été élu. La perspective qu'il a, c'est effectivement que de Espriella soit élu et puisse rejoindre le groupe des États qui soutiennent les États-Unis dans l'Alliance Bouclier des Amériques qu'il a constituée à Miami le 7 mars dernier. Et Ivan Cepeda, lui, entend avoir une politique étrangère, disons, plus diversifiée, plus équilibrée ? Alors la politique étrangère d'Ivan, il en a parlé assez peu, mais la politique étrangère d'Ivan Cepeda se situerait dans la continuité de celle de Gustavo Petro, donc une politique indépendante, recherchant des contacts avec les pays d'Amérique latine et qui sont sur la même longueur d'onde. Il n'y en a pas beaucoup, et il reste aujourd'hui le Brésil et l'Uruguay en Amérique du Sud, le cas du Mexique. Et on peut y joindre le Mexique, mais qui est très particulier en raison des liens économiques étroits qu'entretient le Mexique avec les États-Unis, et éventuellement vont essayer de diversifier les partenariats économiques, puisque la Colombie est l'un des rares pays du sud américain ayant toujours comme partenaire principal en matière commerciale et économique les États-Unis. La campagne a aussi été marquée par une désinformation massive. Les Colombiens sont-ils, disons, perméables à ce genre de... Bon, les élections colombiennes sont une espèce de laboratoire de ce qui nous attend peut-être en France ou dans d'autres pays. Pour la première fois, il n'y a pas eu de débat entre les candidats. Donc à la télévision ? Argument contre argument, que ce soit à la télévision, à la radio ou dans la presse écrite. Ils se sont enfermés dans les réseaux sociaux sur des discours unilatéraux, alors de la désinformation officielle, si on peut appeler ça comme ça. Et parallèlement, il y a eu également beaucoup de torpillage, de messages de désinformation, en particulier... En provenance de qui ? Un message qui a été diffusé contre le candidat Ivan Cepeda, qui provient probablement des courants pentecôtistes, signalant qu'Ivan Cepeda, s'il était élu, favoriserait la création d'une église satanique. Donc c'est ce genre de message qu'on trouve dans les réseaux sociaux actuellement en Colombie. Peut-être une dernière question, outre les questions de sécurité, quelles autres préoccupations pour la population ? On sait que le pays est particulièrement inégalitaire. Oui, c'est l'aspect social, mais l'aspect social est plutôt vu de façon positive par la population, même s'il y a encore beaucoup à faire, parce que 50% des Colombiens travaillent de manière informelle, donc il y a encore beaucoup de travail. Mais c'est vrai aussi que le président Petro a rencontré beaucoup de difficultés dans la mesure où il n'avait pas de majorité dans le Parlement. Les élections qui ont eu lieu le 8 mars ont
perpétuer cette situation. La gauche a progressé, mais elle est très minoritaire, et de la SPL, elle n'a pas non plus de majorité. Donc il y aura probablement des aménagements, des accords à trouver qui vont gommer peut-être les côtés les plus rugueux des programmes des deux candidats, quel que soit l'élu. Merci beaucoup Jean-Jacques Kurlianski d'avoir répondu ce soir à nos questions Au cœur de l'info sur ce second tour de la présidentielle en Colombie, dont on suivra bien évidemment les résultats sur notre antenne. Jean-Jacques Kurlianski, je rappelle donc votre ouvrage La Colombie de A à Z aux éditions André Versailles. Merci encore. Merci. Alter Radio. Hier, c'est lui qui a assuré le service après-vente. Tout faire pour justifier l'accord de paix du président Trump entre les États-Unis et l'Iran. J.D. Vance en première ligne pour répondre aux nombreuses critiques. On se retrouve donc dans une situation gagnant-gagnant pour les États-Unis d'Amérique. Si les Iraniens ne changent pas de comportement, leur armée et leur programme nucléaire seront détruits. S'ils changent de comportement, alors leurs relations avec le Moyen-Orient seront transformées. Et le Moyen-Orient entretiendra de meilleures relations avec le peuple iranien. Le vice-président américain a visiblement été sensible aux coups de pression mis par Donald Trump juste avant son départ du G7. Interrogé sur la viabilité de l'accord avec Téhéran, le milliardaire lance: si ça marche, j'en tirerai tout le crédit, et si ça ne marche pas, ce sera la faute de JD. Tu devrais faire attention, JD. J.D. Vance, contraint de défendre une politique qu'il n'a visiblement pas choisie. Depuis plusieurs mois, le vice-président marche sur une ligne de crête, lui qui s'est opposé dès le départ à la guerre au Moyen-Orient. Une information révélée par le New York Times en avril dernier, largement commentée dans les médias américains. Devant ses collègues, J.D. Vance prévient Trump qu'une guerre contre l'Iran pourrait déclencher un chaos régional et un nombre de victimes incertain. Une position anti-guerre que le bras droit de Donald Trump a longtemps assumée, adepte de la doctrine America First. Lors de la dernière campagne présidentielle, il défend, comme Donald Trump, une politique anti-interventionniste. Nous allons arrêter d'envoyer nos jeunes se battre en territoire étranger. Nous ne sommes pas les gendarmes du monde. Nous devons utiliser notre jeunesse à la maison, ici, avec le potentiel qu'elle représente, et pas l'envoyer au bout du monde. Très discret au début de la guerre, J.D. Vance a visiblement du mal à assumer le revirement de son président. Quand il prend la parole, c'est pour mieux rassurer ses électeurs sur l'explosion du prix des carburants. Nous nous battons contre cela et nous promettons que lorsque ce conflit prendra fin, lorsque cette opération prendra fin, nous verrons les prix de l'énergie revenir à des niveaux normaux parce que c'est ce que le président a promis de faire. Un jeu d'équilibriste alors qu'il semble déjà en campagne. Cette semaine, le vice-président américain faisait la promotion de son nouveau livre sur les plateaux télé. Vous écrivez sur votre foi, votre évolution personnelle. Vous avez été évangélique puis athée avant de devenir catholique. J.D. Vance se lancera-t-il dans la course à la Maison-Blanche? Difficile d'échapper à la question. Vous parlez parfois du futur avec le président Trump? Moi, je n'en parle jamais, mais le président, lui, en parle beaucoup, parfois publiquement, parfois en privé. Vous savez, le président est un animal politique, il adore ça. Je suis convaincu que le président des États-Unis me soutiendra pleinement, quelle que soit ma décision. Et pour obtenir le soutien du président, quoi de mieux donc que de défendre son accord de paix? Hier, J.D. Vance va même plus loin. Le gouvernement israélien n'est pas satisfait. Il les attaque très violemment, flattant au passage une base MAGA de plus en plus hostile à l'État hébreu. Donald Trump est le seul chef d'État au monde à soutenir la nation d'Israël à l'heure actuelle. Et il se trouve qu'il est le chef d'État de la superpuissance mondiale. Si j'étais au gouvernement israélien, je ne m'en prendrais probablement pas au seul allié puissant qui me reste dans le monde. À 2 ans et demi de la prochaine présidentielle, J.D. Vance fait pour l'instant figure de favori pour la primaire républicaine dans les sondages, donné largement en tête devant le secrétaire d'État Marco Rubio et le fils du président, Donald Trump Jr. La question de Jean-Pierre dans le Bas-Rhin, les relations entre J.D. Vance et Donald Trump se dégraderaient-elles ? En tout cas, ce ne sont pas des relations à aucun moment d'amitié ou de confiance, ce sont vraiment des relations politiques où chacun essaye de tirer avantage de l'autre. Oui, mais cette semaine, Nicole, est-ce qu'on a vécu une tentative d'humilier J.D. Vance quand Donald Trump dit l'accord sera signé ce vendredi en Suisse par J.D. Vance et qu'en fait il le signe à Versailles? Est-ce que c'est ce qu'il a essayé de faire?
Et pendant ce temps-là, J.D. Vance, il était quasiment au pied de Air Force 2, son avion à lui, en attendant de partir, et il est toujours pas parti, parce que donc il n'est pas allé signer vendredi. Il a annoncé qu'après la signature à Versailles, les négociations commenceraient vendredi. Les Iraniens ont dit mais non, on tire toujours au Liban, donc non. Et donc lui attend toujours. Je ne sais pas s'il est dans l'avion à l'heure actuelle, mais pour l'instant, il attend. Et quand Donald Trump, comme on l'a vu, dit si ça se passe bien, ce sera grâce à moi, et si ça se passe mal, ce sera la faute de J.D., donc fais gaffe, textuellement. Non, il ne plaisante pas. On voit J.D. Vance, un petit ricanement jaune, et c'est pas du tout une blague. Et en fait, Donald Trump, il reste ce qu'il est, c'est-à-dire malgré tout un parrain mafieux. J.D. Vance était opposé à la guerre. Peut-être que plus tard, dans une campagne électorale, l'électorat lui en fera gré. Mais aujourd'hui, on est avec cet accord dont tout indique que ça ne va pas aller très loin. Donc, Donald Trump a fait de J.D. Vance son négociateur en chef. Honnêtement, il a 0 qualification sur le nucléaire. C'est pas du tout un imbécile, mais il manque terriblement d'une équipe technique autour de lui. Donc c'est lui, le négociateur en chef. Et évidemment, c'est un piège. Il sera responsable. Il sera responsable d'un échec à prévoir. On ne peut pas exclure l'hypothèse que précisément Donald Trump ait à dessein confié à Vance la mission de défendre un plan dans lequel il ne croyait pas. Exactement. C'est aussi une manière de lui dire en permanence, non pas qui t'a fait roi, mais qui t'a fait prince. Et qui peut te défaire dans la perspective de la rivalité entre Vance et Marco Rubio. Pourquoi choisit-il de piéger J.D. Vance, c'est pas Marco Rubio? D'ailleurs, dans le livre, il dit, quand on l'interroge en lui disant, et alors, est-ce que le futur président va aimer tout l'or que vous avez mis dans la Maison Blanche? On a aussi entendu qu'il avait collé à la glu lui-même certaines décorations dans le bureau ovale. Il dit, vous savez que les Cubains aiment l'or. Donc c'est une façon de dire Marco Rubio me succédera. Alors ce qui se raconte là aussi, mais c'était connu de nos confrères américains, c'est que très souvent, lorsqu'il y a par exemple un dîner, que ce soit à Washington ou à Mar-a-Lago, le rituel veut que Donald Trump demande à son convive, à son hôte, qui il préfère. Qu'est-ce que vous pensez de l'un et de l'autre? Bon, et il l'a fait avec Rupert Murdoch, le grand mania des médias, récemment. Et donc c'est une manière aussi pour lui de garder la main. Et il faut reconnaître que notamment par rapport à la sortie que l'on vient d'entendre au sujet de Netanyahou et d'Israël, Marco Rubio, qui est quand même lui pour le coup, quoi qu'on en pense, un diplomate de carrière et de formation, fait preuve d'une prudence de Sioux. Je suis pas sûr que l'image soit d'ailleurs très heureuse, mais bon, peu importe. Mais est-ce qu'il y a un héritier? Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir, alors c'est carrément cette fois-ci le fils de Donald Trump qui a été testé, Donald Trump Jr. Est-ce que ça pourrait être lui? Si ça se trouve, le prochain président des États-Unis n'est même pas un nom auquel on pense. Le seul qui convienne à Donald Trump, c'est lui-même ou un membre de sa famille. On peut se raconter tout ce qu'on veut sur les héritiers. Il n'y a pas d'héritier. Il y a la famille Trump et la famille Trump ou la famille Trump. Comme il y a eu la famille Bush, comme il y a eu la famille Kennedy. En fait, c'est une tradition américaine d'avoir une espèce de monarchie qui ne dit pas son nom, avec des héritiers présomptifs qui certes se font élire ou essayent de se faire élire, mais il n'y a pas de doute là-dessus. Et d'ailleurs, le livre raconte, comme l'a rappelé Vincent très bien, que quand Rupert Murdoch, lui, oui, mais alors Rubio, non, mais Vance, oui, mais peut-être Rubio quand même. En fait, Trump, il joue avec ça, mais son rêve à lui, et celui qu'on ne prend pas en compte, c'est le 3e mandat. Parce qu'il n'a jamais cessé de nous raconter de manière récurrente, enfin un 3e mandat. Et si ça nous fait rire aujourd'hui ou si on n'y croit pas, je rappelle quand même qu'il a tenté un coup d'État pour inverser une élection qui s'est traduite par la prise d'assaut du Capitole et une affaire qui s'est pas très bien terminée. Donc attention. L'option la plus vraisemblable pour Donald Trump, c'est 1, Donald Trump, 2, un membre de la famille de Donald Trump, et 3, à défaut, quelqu'un d'autre. J.D. Vance, en tout cas, essaye de reprendre la main. On a entendu ces mots très forts contre Israël. Il dit Donald Trump est le seul chef d'État au monde à être bienveillant envers la nation d'Israël en ce moment précis. Et il se trouve qu'il est le chef d'État de la superpuissance mondiale. Si je faisais partie du cabinet du gouvernement israélien, je n'attaquerais peut-être pas le seul allié puissant qu'il me reste encore. Bonsoir Frédéric Chilot. Vous êtes historienne spécialiste d'Israël et des relations internationales. Vous êtes en direct de Jérusalem. Votre dernier livre, coécrit avec plusieurs chercheurs, est intitulé Un Orient compliqué aux éditions Plomb. Comment cet avertissement de J.D. Vance est-il perçu aujourd'hui en Israël? Très mal.
ça a été vraiment perçu comme une traîtrise. Hein. En fait, on voit à travers J.D. Vance que c'est Donald Trump, évidemment, qui s'exprime et qui a envoyé son le vice-président. D'ailleurs, ce n'est pas de bon augure, puisque, comme vous l'avez très bien dit, J.D. Vance est un isolationniste très proche de la base MAGA la plus dure et la plus anti-israélienne, anti-sioniste, voire antisémite. Donc ça a été extrêmement mal perçu. Et aujourd'hui, l'entourage de Netanyahou voit cela comme une traîtrise. Il faut songer qu'il y a 2 mois, Trump était attendu à Jérusalem à l'occasion des festivités pour l'indépendance d'Israël. Netanyahou devait lui remettre le prix d'Israël qui n'a jamais été remis à aucun dignitaire étranger. Les rues étaient poivoisées du drapeau américain. Trump n'est pas venu, mais c'est pour vous dire à quel point Netanyahou peut vivre ça comme une traîtrise, parce que c'est un coup terrible. Mais vous l'avez dit aussi très bien, finalement, Israël n'a pas de meilleur allié. Et aujourd'hui, Trump est le boss. Il a décidé, comme en 2025, après la guerre des 12 jours, il a décidé que la guerre se terminerait, qu'elle s'appellerait guerre des 12 jours. Par un tweet, il avait demandé aux bombardiers israéliens de rentrer à leur base. Là, de la même façon, c'est une humiliation pour Israël. Trump l'a décidé. Il n'a pas mis au courant Netanyahou de l'accord avec l'Iran. Et aujourd'hui, Netanyahou a bien du mal à le faire admettre à sa base. Alter Radio, 106.1 FM. Forget about the one who caused
de la radio. Alter Radio 106.1 FM. Pour l'autre idée de la radio. Alter Radio.